Bonjour à tous, merci pour l'invitation tout d'abord. Donc effectivement, on va parler de l'anémie, des saignements et de la transfusion. Alors, Étienne, je suis désolé, j'ai loupé ta présentation, mais tu as dû nous dire que la mortalité diminuait dans l'infarctus du myocarde, et qu'elle continue à diminuer, qu'elle est actuellement très basse. Mais pour autant, il y a des sous-groupes qui restent à risque élevé. Et parmi ces sous-groupes, il y a les patients anémiques. Alors, c'est pas si rare, on a regardé en FAST-MI, c'est 3% des patients hospitalisés pour un infarctus du myocarde. Et on sait que c'est un facteur prédicteur indépendant d'événements cardiovasculaires chez ces patients. On a par exemple cette méta-analyse de plusieurs essais randomisés qui montre qu'à partir de 14 grammes d'hémoglobine, dès qu'on baisse d'un point d'hémoglobine, on a une surmortalité de 20%. Et ça se poursuit de façon très linéaire. Deuxième sous-groupe à risque, c'est les patients qui saignent. Alors, les patients qui saignent peuvent être également anémiques, mais les patients qui sont anémiques ne sont pas forcément des patients qui saignent. Et on voit que là également, c'est relativement fréquent. Alors, c'est des données qui sont un petit peu anciennes, qui sont issues du registre Grace, mais on voit qu'on a des taux de saignement qui sont de l'ordre de 5%. Il y avait probablement plus d'anti-GP2B3 à l'époque, mais les anti-agrégants plaquettaires oraux étaient moins puissants également. Donc on est probablement un petit peu en dessous, mais c'est quelque chose qui n'est pas rare. Et on sait avec ce registre que les patients qui saignent ont un pronostic qui est beaucoup plus péjoratif que ceux qui ne saignent pas. Initialement, on pensait que les saignements étaient quelque chose de réversible et que c'était relativement bénin par rapport à un infarctus du myocarde, ce qui justifiait des stratégies antithrombotiques très intenses. Mais vous voyez ici les patients qui ne saignent pas et les patients qui ont saigné, on a une surmortalité qui est très importante. Alors comment ça s'explique ? Il y a plusieurs mécanismes possibles. Premièrement, le saignement peut directement induire le décès si on a un hématome rétropéritonéal qui serait massif, si ça touche un organe vital tel qu'une hémorragie intracrânienne. On a également une interaction possible avec les traitements antithrombotiques. Un patient qui saigne, on peut être amené à lui arrêter les antiagrégants plaquettaires et il peut faire une thrombose de stent ou tout au moins un événement ischémique. Donc une relation étroite entre saignement et événement ischémique. Et puis il y a un troisième mécanisme possible. Le saignement peut induire un certain nombre de thérapeutiques dont certaines peuvent être délétères et c'est potentiellement le cas des transfusions. On y reviendra tout à l'heure, mais pas seulement. Alors les transfusions justement, je vous ai montré ce diagramme. Ces patients-là ont une surmortalité par rapport à ces patients-là qui n'ont pas d'anémie. On peut se demander si, en transfusant ce patient qui est anémique, est-ce qu'on ne revient pas au risque des patients qui ont une hémoglobine supérieure. Est-ce qu'il ne suffit pas de les transfuser ? Alors on va essayer de détailler les arguments pour et contre. Il y a des données physiopathologiques. L'hypothèse, l'argument pour, ce serait que la transfusion augmente la délivrance en oxygène au myocarde, qu'on est dans un contexte ischémique et qu'on va réduire l'ischémie en transfusant les patients. C'était un petit peu la théorie qu'on avait il y a une quinzaine d'années. Et on en est un petit peu revenu parce qu'il y a un certain nombre de travaux qui nous ont montré que les culots transfusés étaient moins efficaces que les culots natifs, qu'ils avaient une capacité de délivrance en oxygène qui était inférieure aux culots natifs, premièrement. Deuxièmement, ils sont déplétés en NO, et ça peut induire une dysfonction endothéliale qui est potentiellement délétère dans le contexte qui nous intéresse. Et puis, les culots transfusés, ils se déforment moins bien que les culots natifs. Ça peut induire des phénomènes de plugging qui induisent de la thrombose et donc qui sont délétères dans le contexte qui nous intéresse, à savoir l'infarctus du myocarde. Puis on a la pitié, et Johan a montré que la transfusion était associée à une augmentation de l'agrégation plaquettaire. Et là encore, dans un contexte d'infarctus du myocarde, où on cherche à être efficace en termes d'antiagrégation, c'est quelque chose qui est potentiellement très délétère. Donc quelle est la balance entre l'apport en oxygène et tous ces mécanismes délétères ? On ne sait pas trop. Alors, que disent les essais cliniques ? Il y a deux petits essais randomisés. Un premier essai de 45 patients qui ont un infarctus du myocarde et qui sont anémiques. Et cet essai nous montre que les patients qui ont reçu une transfusion sur une stratégie libérale, c'est-à-dire qui sont transfusés facilement, eh bien, ont plus d'événements que les patients qui sont peu transfusés. Puis un autre essai, également un petit essai, 110 patients qui montrent exactement l'inverse. Les patients qui sont beaucoup transfusés ont moins d'événements que ceux qui sont peu transfusés. Donc c'est probablement lié à des problèmes de puissance. Ce sont deux petits essais qui nous empêchent de conclure définitivement. Alors qu'est-ce qu'on a comme data avec des grands chiffres ? Eh bien, on a des grands registres
Et on a ici une méta-analyse de ces grands registres. Et vous voyez que de façon assez consistante, quand on regarde dans les données observationnelles, eh bien, les patients qui sont peu transfusés font moins d'événements que les patients qui sont beaucoup transfusés. Simplement, il y a des facteurs confondants. On est rarement transfusé pour rien. Et les patients qui sont transfusés ont également une anémie ou un saignement qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont associés à une surmortalité. Alors, on a regardé un petit peu nos données françaises, on a regardé dans FAST-MI et puis on s'est rendu compte fort logiquement que les patients transfusés se recoupaient beaucoup avec la population de patients anémiques ou qui ont un infarctus du myocarde. On a regardé ensuite les événements sans ajustement et on a vu que les patients qui étaient anémiques mouraient plus que les patients qui n'étaient pas anémiques. Les patients qui saignaient avaient plus d'événements que les patients qui ne saignaient pas. Ça, c'est rien de nouveau. Je vous ai montré des travaux antérieurs qui montraient ça. Les patients transfusés également. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde en analyse multivariée, l'anémie et les saignements restent significatifs, mais vous voyez que les transfusions ne sortent plus, il n'y a plus de différence de surrisque associé aux transfusions. De la même façon, quand on regarde un petit peu les courbes brutes de mortalité des patients transfusés, ils meurent plus que les patients pas transfusés, mais ils sont plus âgés, plus comorbides. Ils ont ce facteur confondant de l'anémie ou du saignement. Et quand on les match sur des patients de caractéristiques cliniques similaires, on se rend compte que, ça veut dire que je suis trop long, on se rend compte que finalement les courbes sont superposées, qu'on soit transfusé ou pas, on ne voit pas de différence. Donc comment conclure ? On voit qu'on a des données qui sont discordantes aussi bien d'un point de vue mécanistique que d'un point de vue clinique. Donc on a conduit un essai randomisé multicentrique où on randomise des patients qui ont un infarctus du myocarde et qui sont anémiques entre deux stratégies transfusionnelles. Une stratégie libérale où on va transfuser rapidement les patients dès qu'ils ont moins de 10 grammes, et une stratégie restrictive où on attendra qu'ils aient moins de 8 grammes pour être transfusés, ce qui potentiellement donne des patients qui ne seront peut-être pas transfusés du tout. Et notre critère principal est un critère médico-économique. On a également une étude ancillaire biologique de 98 patients, donc pour une étude biologique de fonction plaquettaire. C'est une grosse étude, c'est Johan qui la coordonne. Les inclusions, vous voyez qu'on a dépassé l'objectif d'inclusion. On continue les inclusions pour arriver à terminer les inclusions dans l'étude ancillaire. Et il nous reste 10 patients à inclure dans l'étude ancillaire pour clore l'étude. Les Américains font le même type d'essai, c'est l'essai MINT. Vous voyez qu'on a un design qui est très similaire, c'est un plus gros essai, 3500 patients, on est un petit peu en avance par rapport à eux. Et on s'est mis d'accord avec eux pour faire une analyse poolée une fois que les deux essais seront terminés. Donc pour conclure, anémie et saignement sont associés à une surmortalité chez les patients qui présentent un infarctus du myocarde. Pour ce qui est des transfusions, les données mécanistiques et cliniques actuelles ne permettent pas de conclure sur la sécurité et l'efficacité de cette thérapeutique dans la population des patients qui ont un infarctus du myocarde. Et on a 2 études randomisées qui vont bientôt nous permettre, on l'espère, de répondre à cette question. Je vous remercie. Merci Grégory. Donc, est-ce que vous avez des questions pour Grégory ? Grégory, il y a, dans d'autres domaines, en particulier en chirurgie, on a eu ces essais randomisés. Ils ont toujours réussi à une stratégie conservatrice. Il y a un certain nombre de ces essais qui avaient des patients coronariens, ne serait-ce que quand on regarde l'âge du patient. Est-ce qu'il y a des raisons de penser que ça pourrait être négatif, ces 2 essais ? Alors, il y a des raisons de penser dans des essais de réanimation où les sous-groupes des patients, alors c'est un sous-groupe qui n'est pas très bien défini, qui avait une cardiopathie. Globalement, les transfusions étaient délétères, mais les sous-groupes des patients qui avaient une cardiopathie semblaient tirer bénéfice de stratégies plutôt libérales de transfusion. Après, on est dans un contexte ischémique d'un point de vue mécanistique. On peut concevoir que transfuser les patients pourrait potentiellement être bénéfique si on ignore un petit peu tous les mécanismes délétères. C'est d'ailleurs ce qu'on pensait il y a une quinzaine d'années où on transfusait largement, où il y avait un dogme que les coronariens devaient être à 10 grammes. Après, je pense que la balance est complètement passée de l'autre côté, où on a tendance à penser que les transfusions, c'est forcément mal. Ce qu'on observe dans FAST-MI,
nous montre un effet neutre et je pense que ça nous tranquillise un petit peu en tant que clinicien. Je pense qu'il faut entre transfuser systématiquement et ne jamais transfuser un coronarien. Je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Il y a peut-être la rapidité de la déglobalisation, il y a le fait que le patient puisse être symptomatique sur anémie. Moi, je considère qu'il n'est pas interdit de transfuser un patient coronarien sur les données qu'on a actuellement. Qu'est-ce que vous faites, Alain, en réa pour ces patients coronariens évidents et puis ils ont l'anémie? Vous êtes libéral ou vous êtes conservateur? On a tendance quand même à utiliser le seuil conservateur, rester entre 8 et 9 grammes. En termes rhéologiques, c'est mieux. Hein. On sait qu'on est mieux à 8-9 grammes qu'à 12-13 grammes. Hein. Bon. Qu'est-ce qui se fait en pratique clinique? Avant de commencer Reality, on a fait une enquête auprès de toutes les USIC et on est à 52-48%. Ouais, 50-50. Ouais. Et des données sur la qualité du culot, c'est-à-dire soit récent ou ancien? Alors il y a un certain nombre, alors c'est quelque chose qu'on va capturer d'abord, parce que c'est important, il y a un certain nombre de données qui montrent qu'effectivement le vieux sang est potentiellement plus délétère par tous les mécanismes qu'on a cités, la déplétion en NO, la capacité de délivrance en oxygène, etc. Mais ça a été démenti par Oui. un essai. Oui, il y a eu un essai, un gros essai publié dans une grande critique. Il y a plus de. Parce que l'hypothèse c'était qu'en fait les vieux globules rouges libèrent l'hémoglobine libre et l'hémoglobine libre est toxique. C'est utilisé par exemple dans l'armée américaine. On utilise de l'hémoglobine de synthèse libre et ça donne un taux d'infarctus énorme. Mais bon, quand on est dans le désert et qu'on a besoin de sang, c'est pratique. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était l'hypothèse, c'était que l'hémoglobine, la vieille hémoglobine conservée longtemps, libérer l'hémoglobine libre était toxique, mais ça a été démenti dans un gros essai récent. Mais ça sera intéressant de regarder. Oui. Est-ce que dans le groupe dit restrictif, là, celui où on ne transfuse pas systématiquement, est-ce que la recherche de la carence martiale ne pourrait pas être un plus Alors, c'est forcément toujours un plus d'un point de vue clinique. Après, on a une population de patients qui est extrêmement hétérogène. Dans les anémiques, c'est des patients qui sont fragiles, âgés, polypathologiques. On a des insuffisants rénaux, on a des gens qui ont une anémie sur carence martiale, anémie chronique. On a des patients qui saignent en aigu. Donc, c'est quelque chose qui est fait au cas par cas, mais qui n'est pas inclus dans le design de l'étude. Donc le troisième bras, faire injecte.